Merci d'être là pour accueillir Dominique Potard, que j'imagine beaucoup de gens connaissent déjà, j'espère. Le célèbre auteur du Port de la mer de glace, qui ce soir l'a promis ne boira que de l'eau jusqu'à la fin de la lecture. Après, on aura droit au rouge. Le moment historique. Donc on est là ce soir pour la réédition d'un livre sur Patrick Béraud, coécrit par Dominique et Michel Bricola. C'était une bonne idée de Charlie Buffet. Charlie Buffet, c'est lui qui a repris la direction des éditions Guérin. Et il a eu cette bonne idée de rééditer le livre sur Patrick Béraud 15 ans après sa mort, parce qu'il est disparu le 28 avril 2004, donc il y a 15 ans. Et de le faire dans une collection moins coûteuse que le texte et images qui coûtait 56 €, c'est un livre à 20 €. Et c'est bien dans l'esprit Béraud, parce qu'il était plutôt du genre, je ne peux pas voter tout que Sarkozy, pour vous donner une idée. C'est le passé, là, Sarkozy, qui nous parle d'un autre monde. Je vais lire la préface, comme ça tu nous expliqueras comment était né le premier livre. Lorsque, après sa disparition, je pris la décision d'écrire un livre sur mon ami Patrick Béraud, les éditions Guérin s'imposèrent à moi comme une évidence. Seule la célèbre collection, véritable fil rouge des héros de l'alpinisme, pouvait, me semble-t-il, accueillir ce grand nom de la montagne. Je fis donc parvenir à Michel Guérin un manuscrit que j'imagine rétrospectivement à la fois surprenant et déroutant. C'était un texte fait d'analyses, de récits, de rencontres, d'anecdotes, qui dessinait un portrait de l'homme et du personnage Béraud, mais qui ne contenait quasiment pas une ligne sur les exploits de l'alpiniste. Je reçus quelque temps plus tard un coup de fil de Michel Guérin. Il était enthousiaste, le sujet, cette approche très particulière l'intéressait, mais il lui semblait toutefois qu'un livre sur Béraud qui ne parlerait pas de ses ascensions et de l'influence qu'elles eurent sur le monde de l'alpinisme serait pour le moins incomplet. Si l'on voulait réaliser un ouvrage exhaustif, il fallait aborder les différents aspects de ses réalisations alpines. Michel dut me sentir réticent et me dit « On y réfléchit et on se rappelle ». Nouveau coup de fil de Michel. « Est-ce que tu serais d'accord pour collaborer à l'écriture avec quelqu'un qui ferait la liaison entre ton texte et les différentes étapes de la carrière de l'alpiniste Béraud ?»« Pourquoi pas, mais qui ?» J'en ai parlé à Dominique Potard et il est intéressé par le sujet. Potard, son nom ne m'était pas étranger et pour cause. C'est Béraud qui, fidèle à son habitude de me vanter des bouquins à lire absolument, m'avait tendu un jour un petit livre dont les angles racornis révélaient l'acidité dans son sac à dos. Les pages manifestement avaient été lues et relues. L'illustration de couverture et le titre me firent esquisser une moue interrogative. Mais Patrick m'expliqua, qualificatif à l'appui, que ce livre était un pur chef-d'œuvre. Je tenais en main la première édition du Port de la mer de glace, que je lus bien évidemment avec plaisir. Pour finir de me convaincre, Michel Guérin trouva une image pour matérialiser notre collaboration. Il parla de la cordée que nous allions former et en laquelle il croyait. En effet, au fil des mois, la cordée se révéla solide. Selon l'expression de Michel, elle fonctionnait bien. Je découvris alors, au fur et à mesure de nos rendez-vous, non seulement l'éditeur, mais l'homme, un chef d'orchestre d'une passion débordante pour la montagne et ceux qui la font vivre. Le texte, avancé pratiquement terminé, on devait se retrouver tous ensemble avec Patrick Égringer dans le Verdon le week-end suivant. Une sonnerie de téléphone et Dominique m'apprenait la mort de Michel. Notre cordée venait de perdre brutalement celui qui l'avait formée. Elle ne pouvait et ne devait pourtant pas s'arrêter là. Tous deux, nous avons poursuivi le chemin avec, en nous, cette présence. Ce livre est celui de Michel Guérin, celui qui l'a voulu. C'est Michel Bricola. Michel Bricola. Michel Bricola, c'était un ami intime de Patrick Béraud. C'est vrai que le texte qu'il a fourni à Michel Guérin, c'était en 2006. C'était étonnant de parler de Béraud comme ça, mais c'était très intéressant parce qu'on comprenait vraiment comment fonctionnait le personnage. Et donc moi après, je me suis attelé à raconter tout le parcours de Patrick, tous ses exploits, dans l'été de 1979, où il a fait toutes ses grandes premières, toutes ses ascensions solitaires dans le massif, où il montait les piliers, il redescendait en solo, avec les chaussons autour du cou, la face nord de droite en 5 heures. Un parcours exceptionnel. C'est ce qu'il a fait. Et moi, je me suis senti relativement légitime parce que j'avais lu dans un article de Mountain Magazine où on demandait à Patrick Béraud de
constitué sa bibliothèque idéale et il a mis presque en tête de liste le port de mer de glace. Parce que je le connaissais peu, je l'ai rencontré 2 fois, une fois lorsqu'il faisait ses démonstrations d'escalade, danse escalade, il tournait un petit peu dans les Alpes comme ça. Et puis une fois il est venu, parce que ça l'intéressait, il est venu au port de la mer de glace, c'est un bar argentin en fait, qui s'appelle le Rusticana. Et là, donc pour l'occasion, comme il était là, j'ai rassemblé mes musiciens, parce que j'ai un petit groupe de rock, et on a fait un concert spécial Patrick Béraud pour célébrer sa présence. Sympa. Et du coup, tu as interrogé aussi pas mal de monde, dont Patrick Hédinger. Donc après, il y a eu plusieurs rencontres décisives pour bien raconter le livre. D'abord la famille Patrick, sa femme Christiane, ses 2 filles, Flore et Coralie, pour connaître un peu l'univers intime de Patrick. Après, il y a une importante rencontre avec Patrick Hédinger, qui s'est vraiment confié à moi. Après, il m'appelait tous les jours. Moi, qui étais un admirateur de Patrick, j'étais heureux de voir tous les jours sur mon portable s'afficher Patrick Hédinger. Et je lui ai envoyé les textes, il me corrigeait, on a fait des allers-retours comme ça, c'était très sympa. Et puis après, ce qui a été le plus difficile, c'est Philippe Magnien, qui était avec lui lors de l'accident. Et il a refusé d'en parler, il était trop choqué, il ne voulait plus entendre parler de cette histoire. Et il n'a pas du tout témoigné jusqu'à février 2008, où il a finalement accepté qu'on se rencontre et puis qu'il nous raconte la tragédie, quoi, toute la série des 4000, parce qu'il voulait faire tous les 4000 des Alpes, et comment ça s'est fini. C'était très long le témoignage de Philippe, mais après c'était très précieux aussi. Et justement, dans cette réédition, il y a le témoignage aussi posthume. Écrit par Philippe Magnien. Oui, écrit par Philippe Magnien. De la dernière journée qu'ils ont passée ensemble. Bon, on va recommencer comme ça, parce que tout le monde ne sait pas qui est Patrick Béraud. Alors, il est né le 19 juillet 57. Voilà. Et Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Naissance d'une passion. Monaco, printemps 1970. Le vacarme assourdissant des bolides écrase la ville. Dans les tribunes et les stands, une odeur d'huile brûlée et de caoutchouc fondu se mêle au subtil parfum des grandes marques, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. C'est le rendez-vous annuel très mondain du Grand Prix de la Formule 1. Après le Grand Prix, Monaco redevient une cité calme où tous les bruits, tous les excès sont interdits. Une police omniprésente veille à ce que rien ne vienne perturber la tranquillité du petit peuple monégasque. Cette enclave, construite sur un escarpement rocheux au bord de la mer, n'est pas très grande. Il ne faut que quelques minutes sur un engin motorisé pour traverser la totalité de l'État. Il suffit de suivre le boulevard des Moulins, voie princière bordée d'enseignes prestigieuses. C'est là que le jeune et impétueux Béraud entre en scène. S'il ne possède pas un bolide capable de rivaliser avec une Formule 1, il est propriétaire d'une vieille mob qui, pot d'échappement retiré et moteur gonflé, peut quand même mettre à mal les nerfs des habitants du quartier, et ceux de la police. Le défi est simple, traverser la principauté à fond sur sa mobilette et en sortir avant de se faire prendre. Plutôt surpris, policiers et passants voient cet après-midi-là un hurluberlu transpercer la quiétude de la ville à plat ventre sur son engin pétaradant. Une première fois sans encombre, puis une deuxième fois, de trop. La fin du boulevard des Moulins est en vue quand, toute sirène hurlante, la police fond sur lui et l'arrête. La conversation se prolonge au poste de police avec en guise de préambule un magnifique direct à l'estomac qui laisse Béraud sans souffle, jambes coupées. Sermonné, menacé et prié d'aller exercer ses talents ailleurs, il est finalement relâché au bout de quelques heures. Alors, ça se passe à Monaco parce qu'il est né à Thiers, mais en fait il a grandi, il a passé toute sa jeunesse à côté de Nice. Ses parents avaient une petite maison. Monsieur, excuse, la famille qui démarre au dernier moment. Et donc il a grandi près de Nice et le premier sport qu'il voulait pratiquer c'était la plongée sous-marine, en fait, rien à voir avec l'escalade. Et c'est un concours de circonstances qu'on va raconter là. Voilà. Et puis, enfin, il était un peu voyou quand même. Ce côté voyou, c'est vrai qu'il y a un moment, il a hésité entre la carrière de gangster et celle de l'alpiniste. Contrairement à son frère qui a épousé la carrière de gangster et des années de prison avec son frère Philippe qui était son frère cadet. Ses amis d'enfance s'appellent Steve Poliakovic et Pierre Lesquia.
Ils se sont baptisés les Trois Mousquetaires et quand l'appel des cimes commence à résonner dans leur vie, ils se donnent pour devise « Envers et contre tous, nous servirons la montagne ». C'est un ecclésiastique, frère Alain, leur professeur d'anglais, qui va les initier. Par un beau week-end d'octobre 1971, ils gravissent le mont Bégaud après une nuit en refuge. Il semble à Patrick reconnaître là un univers qui lui convient parfaitement, une nature où le mot « liberté » retrouve tout son sens, où rien ne vient entraver sa soif de vivre, où l'amitié n'est pas un vain mot. Patrick est alors en plein doute, plusieurs expériences au milieu des petits voyous et des adultes trop habiles l'ont rendu méfiant. On dit souvent qu'il n'est pas facile de tricher en montagne, on passe ou on ne passe pas. Patrick, tout débutant qu'il est, aime soit jouer franc jeu. Le problème est que le jeu consiste à tenter toujours plus dur. En l'écoutant me raconter ses débuts, j'ai souvent songé où tout ce qui me tue pas me rend plus fort de Nietzsche. Autre élément caractéristique de sa personnalité, non seulement il ignore, mais il se moque des codes des grimpeurs, de leurs habitudes, des diverses étapes de la progression. Il ne veut pas retrouver de hiérarchie ni d'échelon à franchir. Ce qu'il recherche déjà et recherchera toute sa vie, c'est un dialogue, une fusion étroite avec la nature. Il veut, grâce à l'escalade, vivre une aventure pleine et entière, sans tricher, qui lui apporte cette formidable sensation d'exister. Et du début jusqu'à ce qu'il soit très fort, ça s'est passé très vite pour Patrick Béraud. Il avait un surnom, il a commencé un petit peu avec ses copains, là, puis il a été finalement au club alpin français de Nice pour trouver des compagnons de cordée. Et tous ses copains qui l'ont essayé, là, ils se sont nommés trompe-la-mort. Parce qu'ils ne s'encordaient jamais, ils faisaient des longueurs de 100 mètres, il n'était pas d'assurance. Non pas qu'il était fou, parce que le parcours, l'alpiniste qu'il a fait, c'est qu'il était debout, mais c'est qu'il était extraordinairement doué pour cette activité. Et il n'avait pas peur. Et peur, je ne pense pas qu'il devrait. Ça devait lui arriver quand même, mais bon, c'était techniquement très fort, puis un mental à toute épreuve. C'est un peu les qualités d'un alpiniste de haut niveau. Et ce qui est intéressant avec Patrick, avant de revenir un peu plus dans le détail, c'est qu'on parle beaucoup, par exemple, de Honold de nos jours, qui a fait le Yosemite en solo, ce qui est remarquable, Alex Honold. Mais c'est un pur grimpeur. Béraud, il avait cette qualité de pouvoir faire des grandes courses en solo, en escalade, et aussi en haute montagne avec les crampons, le piolet, dans des conditions effroyables, souvent dans le mauvais temps. Il passait toujours. Enfin, on va suivre un peu sa progression, on le voit grandir donc. Béraud est convoqué sous les drapeaux de l'armée. L'armée est la quintessence de tout ce qui l'exècre. Soumission, contrainte, intolérance, perte totale de liberté, sans parler des preuves consternantes, quotidiennes, rituelles, de la lourdeur de la bêtise humaine. Un matin, son frère Philippe, qui entretient avec la maréchaussée des relations assez régulières et peu affectueuses, voit débarquer chez eux 2 gendarmes. Il leur ouvre « Bonjour monsieur, nous cherchons Patrick Béraud ». Un petit sourire aux lèvres, Philippe pense « Tiens, cette fois-ci, ce n'est pas pour moi ». La convocation de Patrick au service militaire fut abordée dans le pur esprit Béraud. Peu de temps après son incorporation, les habitués du Baou de Saint-Janet le voient arriver à nouveau disponible pour grimper tous les jours. Un peu étonné, il lui demande « Alors, et l'armée ?» La réponse tombe, simple et évidente « Fini ». Jusqu'au jour où les 2 gendarmes se présentèrent à la maison Béraud, Patrick fut ramené manu militari à la caserne à Pont-de-Claix et mis aux arrêts. Au total, il désertera 3 fois. L'une de ces escapades mérite d'être racontée. Elle se passe en pleine paroi dans la voie du Bouclier au Gerbier. La voie est ainsi faite, haute de 300 mètres, elle est coupée avant son tiers inférieur par un énorme toit carrément horizontal. Au-dessus démarre le dévers qui lui donne ce nom. Béraud était encordé à 2 gradés, bien content de mettre sans grand risque cette course prestigieuse à leur palmarès. La scène se passe au niveau du toit. Le soldat Béraud est installé au relais, au-dessus, et les 2 gradés grimpent en dessous. Cela pouvait-il finir autrement ? Celui qui est engagé dans le toit bloque, une affreuse sensation de vertige le prend quand il tournera suspendu sous ce plafond, sous ces petites échelles. L'intense effort athlétique qu'exige cette gymnastique n'arrange rien. La tétanie envahit ses bras et son esprit. Depuis déjà de longues minutes, la corde des gradés ne bouge plus. Patrick raconte. « Je tirais. Rien. Celui qui était sous le toit devait se laisser pendre. Il était cuit. Il n'a jamais pu repartir. Et alors, j'ai attaché la corde. Et ensuite, je me suis détachée. Et eux, ça surplombe trop. On ne peut pas descendre en rappel du toit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Il y avait une autre cordée de bidasses derrière, ils avaient qu'à se démerder. T'es dur quand même. Il me faisait chier depuis une semaine, mais chier comme tu peux pas t'imaginer. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis sortie en solo. Puis surtout la sortie, c'est pas du facile, la sortie de bouclier, c'est des longueurs de... À l'époque, c'était du 6 et de la 3, c'est-à-dire le summum de la difficulté de l'époque, et il est sorti en solo, tranquille. Il est retourné au trou après. Il est retourné, il a faire 3 mois après de... Après ça, ouais. De pas être content les gradés. Hein. Mais bon, il continue de grandir, et les parents, bien compréhensifs, Béraud a décidé que le soutien de ses parents de se consacrer entièrement à l'escalade et à la montagne. Comme le violoniste prodigue à qui sa famille a offert son instrument, il se donne tous les moyens de maîtriser son corps, s'astreignant à faire tous les jours, même ceux où il gravit des grandes voies, sans traction sur les bras, sans rétablissement sur les jambes, 50 abdominaux et 50 pompes. Depuis ses ascensions de jeunesse, il a acquis des qualités physiques et techniques qui dépassent tout ce que l'on connaît. Surtout, il possède des qualités mentales et psychiques rares. La sérénité avec laquelle il aborde les plus difficiles escalades du moment est un facteur essentiel du succès. Côté matériel, il surprend. À l'heure où les chaussons d'escalade, les fameuses EB, n'ont plus à prouver leur suprématie, Béraud grimpe encore le plus souvent en grosses chaussures de montagne, des super guides. Médusés, les frères Rémy, ouvreurs très actifs du Verdon, voient sortir de leur pire réalisation un jeune homme tranquille, tout sourire, avec de gros brodequins. La première fois qu'on m'a prêté des chaussons, raconte-t-il un journaliste, c'était pour gravir la mafia à Saint-Janet. Je me suis fait une de ces frayeurs, j'ai vite repris mes godasses. Il est vrai qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour passer des semelles rigides à celles souples mais très adhérentes des chaussons. S'il y a une raison économique à ce choix, les revenus de la famille Béraud sont modestes, Patrick, comme toujours, vise plus haut. Un jour, sur une paroi ensoleillée, à un grimpeur qui s'étonne de cet équipement, il répond « Je m'entraîne pour les hivernales ». Je crois que c'était bien là le réel motif de son accoutrement hors d'âge. Cela n'empêche pas Patrick de marquer l'escalade dans le Verdon durablement. Il appartient à ce que l'on pourrait appeler la seconde génération. La première génération, c'est les François Guyot, Joël Cocognot, Jacques Noselet, a ouvert les principaux itinéraires qui sillonnent les gorges. La seconde, influencée par les anglo-saxons, va s'imposer comme règle l'escalade libre, c'est-à-dire en n'utilisant que les aspérités du rocher pour progresser, et l'usage des coinceurs amovibles au lieu des pitons fixes. C'est l'époque du clean climbing, l'escalade propre. Ouais, et puis il fait des enchaînements sur des trucs qui sont complètement hallucinants. Dans la même journée, dans le Verdon, il fait l'éperon sublime, en solo bien sûr, la demande, orni, orni ça veut dire objet renfougnant non identifié. Une renfougne, c'est une fissure, on va se pincer, et il finit par une abonde. C'est complètement hallucinant de faire ça en solo, à une grosse godasse. C'est moi qui... Mais quand tu dis en solo, c'est qu'il est comme Alexandre, avec juste son sac à dos. Il a rien, il n'a même pas un... Non, pas de baudrier. Pas de baudrier, ouais, c'est du vrai solo, quoi. Du solo. Et à l'époque, les autres ne faisaient pas tellement de Sur solo. l'intégrale, c'est comme le nu intégral. Non, mais à l'époque, les autres ne faisaient pas tellement de solo, non? Ils ouvraient des Étinger aussi. Bah justement, à cette époque, donc c'est dans les années 70, hein, il fait une rencontre décisive, celle d'un grimpeur toulonnais qui va marquer d'un saut indélébile toute l'histoire de l'escalade, Patrick Elvinger. Celui-ci même, s'il est de 3 ans le cadet de Béraud, possède une bien meilleure culture montagne. Il passe tous ses étés avec sa famille à Elfroide pour faire des ascensions dans le massif de Loisan. Un ami commun, Robert Exertier, alors étudiant à Nice, les réunit et tout de suite le courant passe entre les deux Patrick. Durant 3 années, ils vont fonctionner comme un couple. Au début, ils circulent tous deux en mobilette, sillonnant les falaises locales. Ils dorment où ils se posent, souvent dans le même lit. Le rythme sportif est intense, levé à 6 heures, puis plusieurs heures de footing ou une virée à vélo de 100 km avant la journée d'escalade. Elvinger essaie de trouver un moyen d'élever leur niveau. Il étudie l'entraînement de sports similaires à l'escalade par le type de muscles qu'il sollicite comme les agrès. Il augmente sévèrement leur ration quotidienne d'exercice physique. 500 pompes, 500 tractions, car ils ont de gros projets. Leur livre de chevet, le 7e degré de Reinhold Messner, le plus intégriste des alpinistes. Ils voudraient réaliser de grandes ascensions hivernales en technique légère. À Patrick Elvinger le blond et Patrick Béraud le brun, cette longue période de complicité va permettre, se soumettant à des méthodes d'entraînement draconiennes, d'atteindre un niveau exceptionnel. Ils ont en commun de ne douter de rien.
et des dons pour l'escalade et l'alpinisme incontestables. Il partage aussi un amour profond de la nature et des choses simples, résumé par la formule de Patrick Edlinger, le plus bel hôtel, c'est celui qui a 1 milliard d'étoiles. Et j'ai eu la chance de passer toute une journée avec Patrick Edlinger, filmé par Gilles Chapas, pour qu'il nous raconte Béraud à sa manière. Et il y a encore beaucoup d'émotions dans la voix de Patrick, parce que je crois qu'ils ont vécu une espèce de symbiose tous les deux, des années extraordinaires, où ils découvraient l'escalade, ils allaient la faire découvrir. Et c'est un événement un peu particulier qui va les séparer, c'est la sortie du film La vie au bout des doigts. Parce que Jean-Paul Janssen, au début, il voulait faire un film sur Patrick Béraud en solo dans le Verdon. Il avait vu grimper ses grands ponts en solo, il dit mais il faut faire un film là-dessus. Jean-Paul Janssen, c'était un cinéaste de montagne qui commençait à sortir. Et Béraud a refusé. Il ne voulait pas donner une image comme ça de l'escalade, il ne voulait pas associer l'escalade à la prise de risque absolue, comme ça, comme il faisait. Et donc il a refusé ce film. Et comme il y avait Edlinger aussi dans le coup, Janssen l'a proposé à Edlinger. Ça devait se faire dans le Verdon, mais il faisait mauvais temps, et ça s'est fait à Vieux, et sorti en 81, ce film, La vie au bout des doigts, qui a eu un impact considérable sur le développement de l'escalade dans toute l'Europe, on peut dire. C'était le documentaire le plus vu sur c'était France 2 à l'époque, en Antenne 2. Après un documentaire sur Brigitte Bardot, c'est un truc qui a été très très vu, et qui a eu un gros impact. Et après, Edlinger était sur le devant de la scène, et Béraud est passé un petit peu dans l'oubli. Alors, est-ce qu'il l'a regretté, d'après Michel Bricola? Non. Et c'est vrai que s'il avait accepté de faire ce film-là, il aurait certainement eu une carrière différente. Mais ça ne correspondait pas à sa pratique de la montagne et à l'image qu'il voulait en donner. Oui, il pensait que ça devait rester confidentiel, le solo, parce qu'en fait, il n'en parlait jamais quand il faisait des réalisations. Il croisait des gens où il les doublait, mais arrivant où il disait pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, il est quand même chronométré. D'ailleurs, il a communiqué à la presse, parce que il fallait quand même, ce qu'il voulait, c'était vivre de la montagne. Donc il fallait qu'il ait des sponsors, donc il fallait quand même qu'il communique. Mais il communiquait au minimum. C'est comme ça qu'il y a eu un beau titre, Une étoile est née. Titre le tout jeune magazine Alpinisme et randonnée dans son numéro de septembre 1979. Suit la liste improbable des courses réalisées par Patrick Béraud durant sa saison d'été. De quoi remplir une vie d'alpiniste de haut niveau. Toutes ces solitaires, précise l'article, Béraud les a faites sans sac, sans corde, en bandoulière, quelques pitons à la taille, un bout de chocolat dans la poche et les EB autour du cou. Super couloir au Mont Blanc du Tacul, ouverte par les célèbres alpinistes Jean-Marc Boivin et Patrick Gabarou du 18 au 20 mai 1975. Cette voie est une des premières longues goulottes de glace franchies dans le massif du Mont Blanc. Le guide Valo, ouvrage de référence de la communauté alpine, parle d'un itinéraire très long, très étroit, extrêmement raide. L'ambiance est très sévère. C'est une des plus grandes courses glaciaires de la chaîne du Mont Blanc. La cotation est ED, extrêmement difficile, et l'horaire donné pour une cordée de 2 alpinistes bien entraînés est de 10 heures. Réalisé le 26 juin 1979 par Patrick Béraud, seul, en 3h30. Face nord et droite, dernier problème majeur des Alpes. Cette paroi mixte de 1000 mètres de haut fut gravie pour la première fois en 1955 par Pierre Cornuau et Maurice Davaille. Après 6 jours d'ascension laborieuse, on pensait dans la vallée qu'on ne les reverrait plus. Pierre Cornuau raconte ainsi le franchissement d'un des passages clés. C'est leur 3e jour dans la paroi. La progression d'un rocher commença bien, mais très lentement. Davaille devait dégager des quantités de neige pour atteindre de petites fissures pitonnables et y placer les étriers. Je recevais des glaçons sur la tête. À 3 heures de l'après-midi, nous étions montés de 50 mètres. Du relais où je me fatiguais de rien faire sur des prises incommodes, je devais me pencher pour voir la tête de Davaille. Elle était 1 mètre en dessous d'un bloc caractéristique. Je me penchais périodiquement, parfois elle était proche du bloc, parfois plus basse. À 4 heures, elle était au même endroit. À 5 heures, elle n'avait pas avancé d'1 centimètre. Et à 6 heures, Davaille passa. Réalisé le 5 juillet 1979 par Patrick Béraud, seul, en 5h30. Couloir nord des Drues, quel exploit, s'enthousiasme Lucien Devis dans les colonnes de l'Austère, revue du club alpin français. Lui pourtant réputé pour la sobriété, voire l'aridité de ses commentaires. L'admiration ne peut que nous saisir en apprenant que le fameux couloir nord-est des Drues, ce fantastique défi, a été gravi pour la première fois
du 28 au 31 décembre 1973 par les guides Walter Sekined et Claude Jäger. Un itinéraire de 700 mètres d'une extrême difficulté et d'un engagement exceptionnel qui a entraîné une énorme tension morale et psychique. C'est un des plus grands exploits de l'alpinisme qui a été accompli ainsi à l'aiguille du Dru. Réalisé le 23 juillet 1979 par Patrick Béraud, seul, en 6h30. Bon, après, il y a toute une liste comme ça, il y en a beaucoup. Hein. La face nord de l'Elfroy. La face nord de droite avait été déjà fait en solo par Reinhold Messner. Ça l'a fait connaître d'ailleurs parce que c'était la première fois qu'une course de telle envergure était gravie en solo intégral. Et pourtant, il avait mis 2 heures de plus que Béraud. Messner. Messner. Eh ben oui, hein. Il était plus vieux. Et c'était en 75. Face ouest des Drus, direct américaine, enfin bon. Je me souviens quand j'ai pu me souviens en 79, quand on a lu cet article dans le Pierre-en-Dos, j'ai lu plusieurs fois, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un gag, c'est pas possible de faire tout ça à cette vitesse, puis de cette manière, quoi, avec des raisins secs dans les poches, un coup d'anneau de corde, et non, c'était vrai. Mais ça a marqué toute une génération de grimpeurs. Il y a Gilbert et Volgaren, le fils Pierre-André Pierre, il a dû subir l'influence un petit peu de Patrick Béraud. Il devait grimper, il a un truc. Et donc après il a essayé de partir aussi à l'étranger, il est parti en Nanga Parbat. Alors là, ça s'est mal passé. Peut-être qu'il n'avait pas la bonne physiologie, l'altitude c'est particulier, c'est pas qu'une question de technique. Il faut un certain organisme pour bien encaisser l'altitude. Il y a des gens qui encaissent bien, d'autres moins. Et apparemment, Patrick, il a peut-être ce problème, mais surtout il est parti avec Yannick Seigneur pour faire le versant rupal du Nanga Parbat, c'est-à-dire une des plus grosses phases du monde, qui fait 4500 mètres de haut. Et Seigneur avait beaucoup l'habitude de l'Himalaya, alors que Béraud n'y avait jamais été. Et le premier jour, ils sont montés, je crois, de 3005 à 7000 mètres. Et puis là, Béraud a fait un œdème, il a failli y passer. Donc, il y a une petite responsabilité peut-être de Yannick Seigneur qui a voulu tester le jeune prodige. Le bulldozer. Ouais. Ça passait pas. Ouais. Alors, ils avaient dit que un Himalaya valait mieux avoir un 4x4 qu'une Formule 1. Un 4x4 qu'une Formule 1. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc, il continue à faire la une des journaux, à faire des tas de choses. Il fait des conférences. Et Patrick est en conférence en Belgique lorsque Christiane lui apprend qu'il va être papa. Sensible, réfléchi, il mesure tout de suite le changement que cela va apporter dans sa vie. La liberté jusqu'à là est un élément clé de son fonctionnement. Pourtant, à cet instant, il se dit qu'il se doit entrer dans le moule, autant que ce soit pour faire quelque chose qui lui convienne vraiment. Peut-être est-ce le moment. En tout cas, il sent la chose possible. Se détacher un peu du milieu de la montagne, retrouver une vie simple en harmonie avec la nature. Lorsqu'il me parle de son intention de quitter les Alpes-Maritimes pour retourner vivre en Auvergne, je l'encourage. Je sais sa démarche mûrement réfléchie. On a souvent caricaturé l'image de Béraud paysan, surtout après la parution d'une photo de lui au volant de son tracteur. Mais c'était une volonté sincère, naïve, mais sincère. Il se trompe. Le retour à la terre ne s'improvise pas. À force d'économie, il a acquis un ensemble de bâtisses en ruine qui composaient la ferme de son enfance au hameau du lac. Sa décision est prise, il va s'installer là-bas. Quand il en parle à Christiane, elle, la méditerranéenne, n'est pas franchement enthousiaste. Ils décident en commun que lui s'installera au lac dans sa nouvelle vie et qu'elle ne viendra que 6 mois à l'essai. J'appréhendais de vivre là-bas, se rappelle Christiane, mais avec lui tout semblait si merveilleux et je voulais lui faire plaisir, je savais à quel point cette vie l'attirait. Christiane et la petite Coralie ne repartiront jamais à Nice. Durant cette période, il va, qu'à un cas, réussir à passer son diplôme de guide. Cela ne va pas se faire aisément malgré son niveau. Dans un premier temps, Patrick a beaucoup de mal à accepter l'institution. Il a bien compris qu'il lui serait difficile de faire le guide sans le brevet officiel, mais il refuse d'admettre le système. Son esprit libertaire accepte mal de passer avec toutes ces fourches codines et il lui faudra de report en report, de sursis en sursis, toujours pour plein de bonnes raisons, pas moins de 10 ans pour qu'il termine le cursus de formation. Le temps nécessaire pour finir par s'adapter, car finalement, Patrick va se sentir à l'aise à l'ENSA, et ce sera même une révélation, il deviendra prof,
et sera particulièrement heureux. C'est la première fois qu'une institution lui reconnaît de réelles qualités et loue ses services, et comme toujours, sa méfiance va devenir une force. À la fin des années 70, il y a donc ces deux événements en fait, qui ont modifié sa vie. C'est déjà ce film, La vie au bout des doigts, qui va occuper complètement la scène de la montagne, comme m'a dit Edlinger. Il me dit, après ce film-là, pour arriver à s'imposer sur le plan médiatique, c'était une terre brûlée. Quoi. Il avait occupé tout l'espace, Edlinger. Et puis il y a aussi cet échec au Nanga Parbat, parce qu'à l'époque, l'avenir de l'alpinisme était forcément en Himalaya. Et donc ces deux portes étaient fermées, la porte de dire se faire connaître sur le plan médiatique et la porte Himalaya. C'est donc là, il se retourne, c'est une période un peu de vide pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il fait le choix de revenir à la terre. Il avait souvent passé ses étés chez sa grand-mère maternelle, là-bas à Chapoloche. Et puis il s'est dit, j'aimerais bien revenir paysan, et il l'a fait un petit peu de temps. Et sa famille est restée là-bas, donc je suis allé les voir souvent. Et les deux filles et Christiane sont restées là-bas à Chapoloche, dans un petit coin tranquille depuis 2 mois. Et après, pour qu'il rebondisse, c'est à travers une vision nouvelle qui va amener, c'est pas le premier à le faire, mais il va développer la notion d'enchaînement, c'est-à-dire de ne pas faire qu'une voie, mais d'en faire plusieurs. Une des premières qu'il va faire, qui a marqué les esprits aussi, c'est qu'il fait l'intégrale de Peutret. Il va coucher au cosmique, puis après il traverse toutes les aiguilles de Chamonix. Et il va commencer à pratiquer la montagne comme ça, jusqu'à son chef-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il va traverser toutes les Alpes, en partant de la Slovénie jusqu'à Nice, en faisant tous les sommets majeurs, tous les itinéraires majeurs tout au long du parcours, tout à pied ou un petit peu en vélo, en ski de fond, en ski. Et cette traversée des Alpes, oui, c'est peut-être l'œuvre la plus marquante de Béraud, parce qu'elle est originale dans la façon de concevoir la montagne. Et puis il partage de différents copains qui l'accompagnent sur un bout de chemin, puis il continue, il fait tout son parcours. Et il finit au Cornostella. Cornostella, c'est une petite montagne dans l'arrière-pays niçois, mais qui est une phase qui est très difficile. Et il l'accomplit dans des conditions épouvantables, il y a beaucoup de neige. C'est hallucinant qu'il ait pu faire ça dans ces conditions-là, avec un sac de 40 kg sous le dos. Il y a un petit c'est assez révélateur de sa façon de faire. Le 17 janvier, sous des chutes de neige incessantes, il s'engage dans la voie du Dièdre Rouge, de la face nord du Cornostella. C'est une lutte impitoyable dès le début. Les pitons sont cachés sous des champignons de glace et toute la paroi est plâtrée de neige et de givre. Même dans les passages les plus raides, plus rien n'existe que ce monde gelé, vertical, inhumain. Et le brouillard qui enveloppe la face ne fait que renforcer l'impression d'extrême solitude. Il va avoir besoin de toutes les techniques apprises en 30 ans d'alpinisme, précision des placements, dosage de chaque geste, pitonnage, pose de coinceur, pendule, rappel, escalade artificielle, et toujours nettoyer, gratter, souffler la neige, mettre les gants, les enlever, récupérer le matériel, repartir. L'action occupe toute sa tête, mobilise toute son intelligence. Il n'a pas droit à un faux geste. Il s'élève. Sous lui, un rideau continu de neige et de glaçons ruisselle dans l'abîme. Seule trace de vie dans cet univers fantomatique. Voici le passage du toit verglacé comme le reste. La corde gelée complique le système d'auto-assurance qu'il a imaginé. Il faut redescendre, débloquer, remonter la corde. Je progresse centimètre par centimètre dans la dernière longueur où les conditions sont, s'il est possible encore plus, horribles qu'ailleurs. Le temps n'existe plus, je connais l'endroit, je sais que le plateau est là, tout proche. Je sais que c'est presque fini. Creuser une dernière fois la neige, trouver la prise, se rétablir, et d'un seul coup, tout se relâche. La croix surgit 15 mètres au-dessus de moi, en plein vent, emprisonné par la glace. Un rêve de jeunesse. Plus un accomplissement, ce jour-là, Béraud est devenu l'homme qu'il voulait être adolescent. À la fin de la descente, de nuit dans la forêt, il aperçoit des lampes, des amis italiens sont venus à sa rencontre. L'un d'eux essaie de prendre son sac et le relâche aussitôt, il fait plus de 40 kilos. Alors l'Italien le regarde longuement, puis lui dit « Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est concrètement, mathématiquement, pas du domaine du possible. » Et donc, il va faire une série d'enchaînements comme ça envers du Mont Blanc. Et après, il y a quelque chose qu'on connaît peu, c'est qu'il avait un autre projet
dans le même genre, c'était la traversée de toutes les Andes. Donc, en utilisant de différents moyens, y compris des pirogues, des trucs comme ça, il voulait traverser toutes les Andes de la même manière, lui faire venir ses filles pour qu'elles fassent une certaine partie. Et pour financer ce projet-là, il a l'idée de faire l'enchaînement de tous les 4000 des Alpes. Donc il monte un projet avec Estrosi, là-bas sur Nice. Et puis, mais il n'a pas fourni de délai pour faire ça. Il dit, on va essayer de faire avec Philippe Magnin, qui sont son compagnon de cordée de l'époque, on va enchaîner tous les 82 4000 des Alpes, mais sans donner de date. Et puis il y en a des journalistes qui lui posent la question dans une conférence de presse. Il dit 82 sommets, ça pourrait se faire en 82 jours. Et le lendemain, la presse va titrer ça, 82 sommets en 82 jours. Et lui, il ne voulait pas avoir de délai comme ça, mais il s'est pris au jeu, il est tombé dans le panneau. Et après, effectivement, moi j'ai eu son carnet de bord, et il note combien de sommets il reste, combien de temps il lui reste. Et effectivement, il voulait faire ces 82 sommets en 82 jours. Il n'en était pas loin, il a disparu entre le 65e et le 66e. Et il leur restait 22 jours, donc c'était tout à fait possible. Mais en fait, ce projet-là, c'était pas pour dire j'ai fait les 82 sommets en 82 jours, mais c'était pour financer sa traversée des zones. Et il voulait revenir à un alpinisme plus paisible, il voulait s'installer dans les Aravis, construire un chalet. Et bon, ça s'est arrêté brusquement le 28 avril 2004. Et tu peux dire aussi pourquoi Philippe Magnin a eu beaucoup de mal à parler de tout ça? Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal à avoir son témoignage, je l'ai contacté à plusieurs reprises, il ne répondait pas au téléphone, je lui ai laissé des messages à l'ENSA et il ne répondait pas. Et en fait, Philippe Magnin, il voulait plus entendre parler de cette histoire, il avait été tellement traumatisé, parce que ça tourne au vinaigre quand même assez vite vers la 30e course, ils doivent faire l'ascension de l'Aiguille Verte. Ils ont déjà eu plusieurs alertes parce qu'ils font ça, ils partent au mois de mars, c'est pas les meilleures conditions pour faire de la montagne. Mais ils ne peuvent pas se permettre d'abandonner leur travail, comme tous les deux professeurs à l'ENSA. Donc il faut qu'ils fassent ça au printemps et en gros de mars au mois de juin. Donc ils partent dans des conditions qui ne sont pas favorables pour faire de l'alpinisme. Ils ont plusieurs petits rappels à l'ordre, des avalanches, des trucs comme ça. Et le jour de l'Aiguille Verte, Magnin il lui dit c'est trop dangereux, il y a eu beaucoup de neige dans le couloir Wimper. Et Magnin lui dit, moi j'arrête. Et donc Béraud continue tout seul, il fait de l'ascension de l'Aiguille Verte. Magnin rentre chez lui, et puis il se dit, je ne peux pas le laisser, s'il lui arrive quelque chose, et que moi je suis là. Donc il le retrouve, ils font les Grandes Jorasses, et après ils partent vers le Valais. Et là ils ont une première alerte au Mont-Rose, ils en ont une autre au Fin-Soraron, je crois. Et là Magnin, il lui dit un jour au refuge, il lui dit tu sais comment ça va finir, soit tu y vas y passer, soit je vais y passer, soit on va y passer tous les deux, mais ça finira un peu comme ça. Mal. Même, ça finira mal. Mais Béraud continue, puis Magnin il se sent obligé il ne peut pas laisser tomber. Alors il a trouvé une solution un jour, ils viennent de faire la Dent Blanche, ils sont passés dans une avalanche, ils sont sortis, ils font l'Obergabellhorn, et en descendant de l'Obergabellhorn, il faut savoir que Béraud était très mauvais skieur. L'idée qu'a Magnin pour arrêter le truc, il dit parce que Béraud il dit, comme ils sont dans le brouillard, fais-moi une bonne trace que je puisse te suivre. Et là, ce que fait Magnin, qui est bon skieur, lui, il descend tout droit. Il fait que des grandes traces directes, et à chaque fois, il espère qu'une chose, c'est que Béraud se passe une mauvaise chute et se casse une jambe ou se tord un genou. Ils en étaient arrivés là dans leur relation. Et malheureusement, Béraud, il a pris une gamelle sur gamelle, mais les genoux étaient toujours intacts. Et donc, ils sont engagés quand même plusieurs fois. 2 jours avant l'accident, il a appelé sa femme, Christiane, c'est elle qui m'a raconté, et il lui a dit je suis très fatigué, Philippe veut arrêter, je ne sais pas trop comment ça va finir. C'était 2 jours avant. Et ce qui est curieux, c'est que Magnin, qui jusque-là essayait toujours de freiner et puis d'arrêter l'engrenage, le jour de l'accident, ils doivent faire le dôme des Michavel et puis le Téchorn avant. Il ne fait pas très beau, et pour la première fois, Béraud lui dit qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait? Puis ce matin-là, Magnin il se sentait bien, il dit bon, ça va se lever, on y va. Et Béraud il dit mais
il avait fait une mauvaise chute, et ton genou ça va, si tu veux, on fait demi-tour, on arrête. Et c'est Mania qui dit, bon non, on est là, on va faire ça, puis l'accident va se poser ce jour. Enfin, je lis juste, il y a le témoignage là, donc on a rajouté dans cette édition. J'ai juste un passage donc de Mania, Philippe Mania. Ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, donc au moment de la chute de Béraud, je l'ai gardé pour moi pendant 3 ans. Ça m'a torturé l'esprit. Je n'ai réussi à l'exprimer que face à la psychologue que l'on retrouve chaque année lors du stage de recyclage des guides, dans une séance où chacun parle de ses accidents, de son vécu. La 3e fois, je me suis mise à parler devant tous les guides. Quand l'accident est arrivé, je me suis dit « Ouf, ça y est, c'est terminé ». Mon pote venait de tomber devant moi, il avait fait 800 mètres de chute. La seule chose que je me suis dite, c'est qu'il venait de me sauver la vie. Quelques jours plus tôt, je lui avais dit qu'au point où on en était, c'était lui ou moi, c'était une libération pour moi d'arrêter le projet. C'est dur de dire ça, mais c'est la vérité, c'est ce qui était arrivé dans ma tête. La psy m'a dit que c'était un réflexe normal de défense, en parler m'a libérée. Et Mania, il ne savait pas que Béraud voulait absolument le faire en 82 jours. Il pensait qu'il n'y avait pas de limite comme ça, qu'il n'était pas tombé dans ce piège-là. C'est un peu moi qui lui ai appris, parce que j'avais récupéré donc, les carnets de Patrick, et tous les jeux, on les notait, c'est ce qu'il faisait. Et c'est ses filles qui me l'avaient donné, ce carnet. Et là, en lisant ce carnet, on se rendait bien compte qu'il faisait un décompte et qu'il tenait compte du temps qu'il passait pour boucler ce projet en 82 jours. Et Mania, il était surpris de savoir qu'il était tombé dans ce piège-là. Et c'était pas vraiment pour qu'on parle de lui, c'était vraiment pour financer ce projet qui lui tenait très à cœur de faire la traversée des Andes. Alors c'était mort le 28 avril 2004, et c'était vraiment une semaine noire, parce que le 20 avril, donc c'est André Pierrel qui est emporté par une avalanche sur le mont Fréty. Le 22, c'est Jean-Claude Mosca, qui était un très fort alpiniste, qui était de l'expédition du pilier ouest du Macalou, qui est tombé en ski dans le couloir des Cosmiques. Le 28, il y a eu donc l'accident de Patrick Béraud. Et le 30 avril, c'est Édouard Beau, qui descendait à ski le couloir Gérasuti. Et il y a son père, Marcel Beau, le skieur extrêmement bien connu, qui le regardait aux jumelles en bas et qui l'a vu se faire embarquer par un serre. Là, on a perdu 4 monuments de montagne en 10 jours. Oh, on pourrait bien trouver tout ça. Hein, voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, parce que le puits de science de la montagne est à côté de nous. Mais si vous avez des questions sur Patrick Béraud ou autre chose. On n'a pas tout raconté, hein. Évidemment, il y a eu il s'est encordé avec des gens assez fantastiques, aussi comme Jean-Marc Boivin. Oui, il a fait l'enchaînement avec Jean-Marc Boivin, il avait fait l'enchaînement. Il a eu ça, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'exploits qui se passaient. Il y avait quelqu'un dans un magazine qui avait dit, c'était l'époque des enchaînements, donc, mais qui sera capable un jour d'enchaîner la face sud du Fou et la face ouest des Drus, en sachant que pour aller des Drus jusqu'au pied du sommet du Fou jusqu'au pied des Drus, il faut une bonne dizaine d'heures. Et donc là, ça a fait tilt dans la tête de Béraud, il a contacté, ils étaient copains avec Jean-Marc Boivin, donc ils ont été posés une aile delta au sommet, au-dessus du couloir Spencer. Ils ont fait la face sud du Fou, hop, ils sont envolés au-dessus du couloir Spencer, posés au pied de la directe américaine qu'ils ont gravi, descendu en rappel, repris le deltaplane, puis ils sont posés à Chamonix, ils ont fait ça dans la journée. Non mais il y avait quand même une sacrée éthique, parce que les enchaînements, Christophe Profil les a fait avec un hélicoptère, Escoffier aussi. Oui, enfin, lui, donc le fait de le faire en delta, c'est hallucinant, quoi. Pendant le côté, c'était un coup, il voulait faire des enchaînements à l'envers du Mont Blanc, au bivouac Aicle, et faire tous les grandes boulottes qui sont au-dessus, les percouloirs, les brouillards, tout ça, dans la journée, en plusieurs jours, en couchant à Aicle. Donc avec Philippe Mania, c'était peu de temps avant les 4000. Et donc ils se sont posés au bivouac Aicle avec tout leur matériel là. En hélico. Et puis en hélico. Parce que les conditions sont mauvaises, c'est ça? Parce que les conditions sont mauvaises. Et puis ça tarabuste Béraud, il dit, tu te rends compte, il dit, si on apprend qu'on est monté là en hélico, c'est pas bien, c'est la honte. Alors le lendemain matin, il dit, Béraud lui dit, on redescend, puis on monte à pied. Alors Mania, il dit,
Bon, pourquoi pas, puis il y a une super tonneuse et tout, on va se régaler on va faire au moins une bonne descente de la journée. Et là, Béraud, il dit non, on ne descend pas en faisant des virages, on va faire la trace de montée. C'est-à-dire qu'ils font toute la descente, on va aller traverser des conversions jusqu'en bas. Et après, ils remontent, et là, bon, Béraud est soulagé, ils sont en règle avec l'éthique, avec son éthique. Oui, comme ça traversée à vélo et à pied avec Edlinger. Enfin, toute la traversée des Alpes, aussi le vélo, ce qu'ils font, enfin ce qu'ils dorment. C'est quand même chouette. Il n'y en a plus qui font ça. Ça a été tenté aussi de refaire ces 4000, mais pas sans la même éthique, utilisant des voitures, des choses comme ça. Oui, et puis des fois sur plusieurs années. Pas une grande traversée comme ça pendant des mois. Pendant des mois, non. Il y avait Bonatti qui avait traversé tout l'arc alpin, comme ça un petit peu, même sans faire des grandes voies, mais en faisant les principaux sommets de l'arc alpin. Ça avait été fait aussi. Ah, puis ce qui est bien aussi, c'est sur les 4000. Il y a une petite anecdote historique qui est sympa. C'est qu'il y a eu un médecin autrichien qui s'appelait Karl Blodig, qui avait eu l'idée de faire tous les 4000 des Alpes. Et donc il s'y est attelé. À l'époque, il y en avait 65 qui étaient répertoriés. Donc il les fait. Et puis il a 73 ans quand il apprend qu'il y a 2 sommets qui ont été identifiés faisant plus de 4000, qui sont les 2 satellites des L'aiguille verte, la Grande Rocheuse et l'Aiguille du Jardin. Alors ça le tarabuste, il dit mais j'ai pas fini mon boulot. Donc à 73 ans, il vient dans le massif du Mont Blanc. Il essaye côté couvercle, qui est plus facile pour aller à l'Aiguille verte. Il se rend compte qu'il y a beaucoup trop de crevasses. Il renonce, il fait le tour, il va côté face nord. Et 5 jours avant, Armand-Charlet a fait la première ascension du col Armand-Charlet. Du col, comme ça, le grand Armand-Charlet. Donc c'est une des courses les plus difficiles de l'époque. Hein. Et lui, à 73 ans, il le fait en solo. Il va faire le deuxième parcours de ce truc-là. Il bivouaque en haut, il fait ses 2 sommets, et dans le main, il redescend en solo. 73 ans quand même. Ça, c'était en 1932. Qui tu dis, Karl Blodig. Alors la particularité de Karl Blodig, il était médecin, il se nourrissait que de beurre et d'alcool. C'était ça. C'est un dentiste en fait. Ah ouais. Il n'est pas redescendu par la même voie? Si, il est redescendu dans le col Armand-Charlet. La sortie, tu as 2 coups, de machins, qui sont toujours en glace. Ah non, ça doit y avoir de bonnes conditions quand même, parce que les batailles de l'époque. C'était l'inspiration pour le port de la mer de glace. Pardon? C'était l'inspiration pour le port de la mer de glace. Karl Blodig, là. Oui. Pas le beurre, mais. Pas le beurre. Est-ce que Patrick Béraud était professeur à l'ENSA? Oui, il était professeur à l'ENSA. Ouais. C'était un professeur, d'après Philippe Madien, c'était un professeur un petit peu particulier quand même. Il aimait bien mon fils, mes 2 fils sont libres, et Benjamin l'a eu comme professeur, on l'a trouvé très sympa. Mais je sais qu'une fois, il est allé faire l'arrêt de sans nom à la traversée des droites. L'arrêt de sans nom, c'est l'Aiguille verte, puis la traversée des droites, ça fait une longue course en haute montagne. Et apparemment, ils n'ont jamais sorti la corde avec les bureaux. Et les autres, ils l'ont suivi. Donc. Il a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu d'accident. Oui, non, apparemment, il avait dégagé une telle confiance que tout le monde en profitait. Et Edlinger, il disait ce qui était marquant avec Béraud, quand on passait une journée avec Patrick Béraud, le lendemain, le soir, on était rayonnant. Comme s'il avait développé une espèce de. Il vous donnait une énergie, puis un apaisement aussi. Et Michel Bricola m'en a souvent parlé. Michel Bricola, il a passé beaucoup de temps à grimper avec lui dans les Ubis. Dans le livre, tout ce témoignage, on sent bien le Patrick Béraud, comment il est, sa simplicité, mais aussi sa complexité. Ouais, je me rappelle l'avoir vu au bloc des Grands Montées avec un groupe. Il se bidonnait comme pour que il est suspendu par une main. C'est une espèce de toit. Il faisait marrer la compagnie. Ah, mais c'était un bon bilan, Patrick. Ouais. Il a eu une période un peu de danse-escalade aussi. Danse-escalade aussi, ça oui. ça manque un peu. Ah oui, juste pour terminer avec les régimes alimentaires, lui c'était le Nutella. Il avait un gros pot de Nutella dans son sac et il en bouffait des quantités extraordinaires. Et donc oui, il avait découvert, il y avait un spectacle qui avait été monté en Italie de danse-escalade.
dans une salle, sur un mur, avec la musique et tout ça, et il avait été convié à le faire. Et il avait découvert une sensation extraordinaire quand le public, lui grimpant avec la musique, puis Attention. ouais, puis il y a eu un peu de révélation ce jour-là sur le fait que l'escalade, c'était pas simplement grimper sur des trucs, ça pouvait avoir la dimension d'une danse. Et c'est comme ça qu'après il a fait une petite tournée, il avait une petite structure mobile d'escalade, et puis il allait de ville en ville, il faisait un petit spectacle qui était sympa, avec un peu de musique, et puis il montait, il descendait, c'était ouais, une forme de danse. Et ouais, il voulait amener une dimension artistique un petit peu à sa pratique, et c'est pour ça que sa traversée des Alpes, avec tous ces sommets mythiques, parce qu'il était aussi, surtout sur la fin de sa vie, passionné d'histoire de la montagne. Et donc il voulait rendre hommage à toutes les grandes figures, donc il prenait des voix, la voix Solédaire, ou des voix qui correspondaient à des grands alpinistes, des voix Bonatti ou des voix Libanos. Et il voulait associer un petit peu tous ces noms-là dans le même projet. En fait, on voit que tout jeune, déjà, c'était les hivernales qu'il voulait faire avec Edlinger. À l'époque, la mode, c'était les hivernales. C'était les hivernales, ouais. Mais Edlinger, lui, il n'a jamais devenu guide. Et puis, il n'a pas aimé trop l'alpinisme. Il avait passé la speed, là, j'avais lu Bosson. Et puis, il n'a jamais été au guide. Mais par contre, les hivernales, il n'en a pas fait tant que ça, en fait. Il en a fait un peu avec Béraud, là, quand ils sont partis. Quand ils sont à Aix, justement, ouais. C'est tout en hiver, ils font tout en hiver. D'ailleurs, ça se pratique comme de avec manière. Ouais. Non, mais avec Edlinger, l'alpinisme, là, c'est vite arrêté. En fait, il a tout de suite. Alors que c'était lui au départ qui voulait en faire. Ouais, c'était leur rêve de jeunesse, quoi. Oui, puisqu'il passait tous ses étés là-bas, du côté de Briançon, Patrick Edlinger. Au début, c'était vraiment pour. Il s'entraînait en escalade pour faire ce qu'on faisait à l'époque. C'était la pratique, l'escalade, c'était pas qu'un pour en soi, c'était souvent pour se préparer à faire de l'alpinisme. Et le boom quand même de l'escalade, c'était ce film La vie au bout des doigts, et le développement des écoles d'escalade un petit peu partout, puis la pratique de l'escalade en tant que telle. Alors qu'avant, l'escalade, c'était quand même souvent une préparation à l'alpinisme, comme Fontainebleau, tout ça, on s'entraînait à Fontainebleau, pour faire de la montagne. Ouais, c'était pas une pratique en soi, quoi. Une pratique totalement autonome, c'est devenu après. Et par rapport aux compétitions, il était plutôt contraint. Alors ça c'est sympa aussi, ouais. Au début des années 80, il y a des grimpeurs français qui sont invités en Russie pour participer à une compétition d'escalade. La première? Une des premières, c'était les Russes qui organisaient ça, et bon, ils avaient invité des Français. Eux qui ont lancé ça? C'est les Russes qui ont lancé la compétition d'escalade. Ah, et puis les Français sont venus en disant ouais, c'était un scandale. L'escalade, c'était pas fait pour ça, c'était un sport libre, on faisait pas ça avec un dossard, puis un chronomètre. Et donc il y avait un manifeste des 19 qui avait été publié dans la presse, où 19 figures de l'époque de la montagne et de l'escalade signées contre la pratique de la compétition. Devant, il y avait Catherine Destivelle, le Edlinger, je pense. Isabelle Pâtissier, Kodov, je ne veux pas dire de bêtises, David Chambre, Trébou. Et il a demandé à Béraud de signer. Béraud, il dit si vous voulez, puis il a participé, il a signé donc, ce manifeste. Et c'est le seul qui n'a pas pratiqué de compétition de Ils en ont tous fait, les autres. Non, peut-être pas Edlinger. Il a fait la compagnie, ça c'est vrai, il en a fait. J'avais été le voir Edlinger à Bardonecchia. Ça a rassemblé du monde, cette compétition. Mais c'était aussi dans un cadre naturel. Au début, ça c'était en cadre naturel, puis après, les structures artificielles se sont développées. Ouais. Est-ce qu'il a emmené des clients en montagne ou il a fait Oui, il a fait des grosses courses avec des clients, il a fait la face nord de la Gueule, il a fait des... Au début, c'était inconcevable de faire payer quelqu'un pour l'emmener en montagne. Pour lui, c'était inconcevable, puis après, il a fallu qu'il vive, il fallait qu'il fasse tourner sa ferme à Chavoloche. Donc il a eu quelques clients et il a fait des grosses courses en tant que guide. Puis après, il est devenu essentiellement professeur à l'ENSA. C'est un peu le problème des guides, de se faire payer pour une course, ils ont un petit plaisir avec un client. Tu avais des questions ou des témoignages ou... Non, moi j'étais en recyclage de guide quand
Magnan nous en a parlé. Ouais. Parce que, je faisais le recyclage et bon, on a discuté. Mais ouais, ça devait être 3 ou 4 ans après. Parce que, il y avait le psychologue. Ouais, Évidemment, je crois que c'est la première année où, enfin, le premier recyclage sur 5 ans. Oui, mais il avait dit au psychologue il s'en voulait d'avoir vécu ça comme un soulagement. Quoi. Il culpabilisait là-dessus. Et le psychologue lui avait dit, je crois que c'était tout à fait normal. Ouais, c'est ça. Ah ouais. C'était un instinct de survie. Voilà, donc le petit livre. Un beau personnage, en tout cas, à redécouvrir si vous ne le connaissez pas, parce que le brun, il vaut bien le blond, hein. Ah oui, oui, oui. Le Patrick Leblanc. Oui, c'est un nouvel ouvrage alors. Non, c'est le même. C'est Non, le même. en fait, c'est le même que le grand, premier. que le texte et image, c'est une réédition, mais pour qu'il soit plus accessible et pour aussi en hommage au canon de sa disparition. Enfin, c'est l'idée de Charlie, et en rajoutant le texte de Philippe Magnan. Qui est dans son alpiniste. Voilà. Philippe Magnan a fait un texte dans son alpiniste sur Patrick Béraud. C'est ce texte-là. Ah d'accord. En tout cas, merci à toi de nous en parler, et puis merci de votre attention. Et surtout, restez pour un verre de rouge à partager avec notre ami Dominique. Non, j'ai pas fait mal. Hein. Non, j'ai vu qu'on n'a pas bu beaucoup, mais le rouge arrive. Le rouge arrive, c'est vrai. Et puis il y a le port de la mer de glace 3 qui va sortir le bientôt. 28 mai. Le retour, Trouver des trucs. Clint Eastwood, le retour. C'est une sauce inépuisable. Ça commence dans le moulin de la mer de glace. Je ne dirai pas plus. Et les garçons en laine, des sketchs? Pas trop. Pas trop, non. Sont raisonnables. C'est pas la génération à déconner. Oh, si. Ah bon? Merci beaucoup, Dominique. Ça fait- Merci que tu restes.